Le 1er novembre, l'Église célèbre la fête de la Toussaint. C'est une fête chrétienne. C'est la célébration de tous les saints connus et inconnus qui ont mené une vie exemplaire et qui sont maintenant auprès de Dieu et dont nous sommes appelés à imiter la vie. La commémoration des défunts le 2 novembre n'étant pas férié, on anticipe donc déjà pour aller prier pour nos proches défunts qui reposent au cimetière, etc. Et les parents montrent leur affection à travers l'entretien des tombes, les pots de fleurs qu'ils viennent déposer pour dire, voilà, vous n'êtes plus là, mais nous continuons de penser à vous, nous continuons de vous aimer, nous continuons de prier pour votre repos éternel. Donc c'est le sens que cela revêt. C'est tous les jours que nous sommes appelés à prier pour ceux que nous aimons. Ceux que nous aimons et qui vivent encore, nous sommes appelés à prier pour eux tous les jours. Et ceux que nous aimons et qui nous ont précédés également, nous sommes appelés à penser à eux et à prier pour eux. Donc, tous les jours sont bons. On n'est pas appelé à attendre nécessairement le 2 novembre pour prier pour nos défunts. Déjà même, tous les jours à la messe, vous entendrez des demandes de messe pour le repos de tel. Donc, ce n'est pas nécessairement le 2 novembre, mais quand même, c'est le jour retenu officiellement par l'Église pour penser à ces personnes-là. Donc, les âmes pour lesquelles on n'a jamais prié tout au long des 365 jours, au moins ont la chance de bénéficier de nos prières ce 2 novembre qui est le jour retenu essentiellement. Sinon, c'est tous les jours qui sont bons pour prier pour eux. Un peu comme nous célébrons la Saint-Valentin le 14 février. Et pourtant, l'amour se vit tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit pouvoir célébrer l'amour. Mais il y a un jour spécifique qui est dédié à cela. Célébrer les saints, c'est les honorer et en même temps se rendre compte que c'est possible que nous aussi nous parvenions un jour à la sainteté. C'est un appel à la sainteté. Un peu comme le dit la parole de Dieu, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Donc nous sommes tous appelés à les imiter, à imiter leurs vertus. Vous savez, tous les saints n'ont pas nécessairement bien commencé, mais ils ont bien fini. C'est des gens qui se sont convertis à partir d'un moment, qui ont fait des efforts réels. Et aujourd'hui, l'Église les compte au nombre des saints et les propose comme modèle. Donc nous aussi, nous pouvons décider à compter de cet instant de mener une vie exemplaire, une vie imitable pour être compté un jour aussi parmi les saints. C'est notre vocation première. Et donc, mon exhortation, c'est que nous aussi nous soyons un jour saints. Et c'est déjà dans l'aujourd'hui que cela se prépare, que cela se vit. La commémoration des défunts, c'est l'occasion pour moi également d'exhorter les uns et les autres à prier vraiment pour nos frères défunts. Vous savez que beaucoup meurent souvent pas en état de grâce. Beaucoup meurent en état de péché. Et beaucoup d'âmes continuent d'errer au purgatoire. Beaucoup d'âmes souhaitent contempler un jour la face de Dieu le Père. Et l'Église aujourd'hui nous invite vraiment à prier pour tous ceux-là que nous avons connus et aimés, et tous ceux-là que nous n'avons même pas connus, mais qui ont besoin de nos prières. Donc, nous allons demander des messes pour le repos des défunts, et nous allons également prier pour nos défunts. Et je pense que ces âmes en seront très reconnaissantes. Dans une démarche historique visant à renforcer les fondements du paysage médiatique béninois, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication 7e mandature a signé ce jeudi 31 octobre 2004 des conventions avec 3 médias. Il s'agit de Bénédiffusion SA, A+ Bénin et Sakayerima FM. À cette occasion, le premier rapporteur Rukiatou Biofay a procédé à la lecture de la décision numéro 22-038 Barak du 11 octobre 2022 portant autorisation de diffusion en mode numérique terrestre au profit de Bénédiffusion SA. La plénière, après avoir délibéré. Article 1er. En application des dispositions des articles 23 et 26 de la loi numéro 2014-22 du 13 septembre 2014
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication accorde à Bénin Diffusion SA l'autorisation de diffuser en mode numérique terrestre les programmes des éditeurs de services du premier multiplex. Article 2. Bénin Diffusion SA signe une convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de diffusion en mode numérique avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Article 3. La présente décision prend effet pour compter à la date de sa signature et sera publiée au journal officiel en République du Bénin. Au nom des signataires, le directeur général par intérim de Bénin Diffusion SA a exprimé sa gratitude envers la HAC. Cette cérémonie vraiment nous permet d'acter vraiment nos différentes actions. Aujourd'hui, Bénin Diffusion vraiment se voit maintenant dans son rôle de diffuseur. Parce qu'il y a certains nombres d'actions que nous ne pouvons pas prendre tant que cette convention ne puisse être signée. Chose est faite aujourd'hui et nous vous remercions au nom de tous les éditeurs qui sont ici. Que les éditeurs viennent nous voir pour signer la convention qu'ils doivent avoir avec Bénin Diffusion. Et je demande votre accompagnement par rapport à ça. Merci beaucoup. Ce qui est mis dans la convention, nous allons tout faire pour respecter cela et ne pas subir les différentes sanctions qui sont mises dans cette convention. La RAC a également décidé du retrait de la fréquence 89.0 MHz, autrefois attribuée à la radio-école APM. La plénière, après avoir délibéré, décide. L'article 1er. L'autorisation d'exploitation de la fréquence 89.0 MHz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale radio-école APM à Porte-Novo est retirée. L'article 2. La présente décision abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle de la décision numéro 3-013-BAC du 20 février 2003 portant attribution de fréquences aux promoteurs retenus sur concours pour l'installation et l'exploitation de radiodiffusion sonore et de télévision privée. Elle prend effet pour compter de la date de signature. Elle sera notifiée à M. Soule M. Isiaka, promoteur de la radiodiffusion sonore privée non commerciale radio école APM et publiée au journal officiel. Fait à Cotonou le 31 octobre 2024. Par ailleurs, la signature de cette convention est le fruit d'un processus rigoureux mené par la RAC visant à légaliser et à réglementer les opérations des médias dans le pays. Le cancer du sein est pratiquement le cancer qui se soigne le mieux à l'échelle du monde, parce que justement quand il est pris tôt, nous avons de la chimiothérapie, parfois de la radiothérapie et parfois de l'exérèse de la masse cancéreuse, d'accord. Donc dès qu'il est pris tôt, qu'il est tout petit, ça se trouve on peut l'enlever et donc il a un très bon taux de guérison s'il est pris tôt. Je ne peux pas vous répondre à l'échelle du Bénin particulièrement, mais le principe du dépistage précoce reste le même, c'est qu'on augmente considérablement son pourcentage de guérison. Et c'est pour ça que je travaille avec une association qui s'appelle Tojumi, qui sont des femmes ou des personnes, il y a aussi des messieurs, affectés par le cancer du sein. Alors le monsieur, par exemple, il est veuf de sa femme qui est décédée. Mais il y a aussi des femmes qui ont eu le cancer et qui peuvent toutes témoigner que c'est l'autopalpation qui leur a permis de dépister, d'accord. Et ces femmes-là sont ce qu'on considère guéries. Il y a une période dans l'oncologie où on regarde la personne pendant des années derrière, elle est en rémission, puis une fois qu'on a dépassé cette période, on considère qu'elle est guérie. Ça arrive. L'autopalpation, si on la préconise, c'est parce qu'elle permet un dépistage précoce. La femme elle-même qui se met tous les mois à la fin des règles, des menstrues, face à un miroir, qui commence par se regarder, va voir d'un mois à un autre si son sein change si la peau, d'accord, devient grumeleuse, devient irritée, s'il y a du rouge, enfin si elle change, d'accord, puisque c'est fait tous les mois à la même période. Par la suite, quand elle fait l'autopalpation en levant un bras comme ça et en se servant des 3 doigts de son autre main pour s'autopalper, d'accord, tout le sein depuis l'extérieur vers l'intérieur, alors elle va, ça se trouve, voir un jour donné qu'elle a une petite boule.
D'accord? Elle va le sentir. Et si le mois d'après, c'est confirmé, elle va aller voir le gynécologue qui, lui, à ce moment-là, va aussi faire la palpation, mais va faire d'autres examens. Échographie, mammographie. Si la petite boule est confirmée comme étant une boule et cancéreuse, alors là, le traitement est rapide, efficace et souvent suffit. Donc non, ça n'élimine pas les boules. Attention, ça permet de les dépister vraiment. Si elles ont dépisté, si elles ont eu la chance de dépister précocement par l'autopalpation, qu'elles arrivent rapidement voir un gynécologue et qu'on fait effectivement le diagnostic, on pose le diagnostic de cancer du sein, alors on a énormément de chances de le guérir, de s'en débarrasser. Ce qui n'est pas bon, c'est quand on traite, parce qu'on n'a pas dépisté, ou c'est quand on se dit « Oh, je vais attendre un peu ». Vous savez qu'au Bénin, le délai moyen entre l'autopalpation ou un dépistage précoce et la première consultation chez le gynécologue, il est de parfois plusieurs mois. Les femmes hésitent, ne veulent pas y aller. En fait, elles ont peur. Donc, au bout du compte, on attend. Et là, on se recueille des cancers qui ont pris beaucoup plus d'ampleur, qui ont même dépassé la glande mammaire, qui sont allés se mettre par ce qu'on appelle des métastases dans d'autres organes. Et là, ça devient très compliqué à soigner et en plus très onéreux. D'accord? Et au bout du compte, on va avoir des femmes jeunes, trop jeunes, qui vont mourir d'un cancer du sein qu'on aurait pu traiter, voire guérir, si on l'avait auto-dépisté et diagnostiqué beaucoup plus précocement. Donc, Octobre Rose, c'est le mois de la sensibilisation et de la lutte contre le cancer, pour inciter les femmes, mais les époux des femmes. Les époux adorent qu'on leur dise d'aller palper les seins de leur femme. Bon, on vous demande pas de le caresser, normalement c'est palpation. On est d'accord? C'était il y a 10 ans jour pour jour, le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré était évincé du pouvoir à l'issue d'un soulèvement populaire. Descendus nombreux dans les rues de Ouagadougou, la capitale, les Burkinabés protestaient alors contre le projet de modification de la Constitution qui aurait permis à l'ancien chef d'État d'être candidat à la présidentielle après 27 ans au pouvoir. Salut, c'est les médias. Réfugié par la suite en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré y vit en exil avec sa famille. En juillet 2022, il a pu revenir au Burkina Faso dans le cadre d'un sommet consacré à l'unité nationale. Pourtant, quelques mois plus tôt, Blaise Compaoré était condamné à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il bénéficie d'une protection en raison de sa citoyenneté ivoirienne acquise en 2016. En Guinée, le gouvernement annonce la dissolution de 53 partis politiques. Une décision qui fait suite à une campagne de recensement et d'évaluation lancée en juin dernier par le ministère de l'Administration territoriale. Après plusieurs mois d'enquête, le verdict est tombé. Sur les 174 partis examinés, aucun ne répond entièrement, selon le ministère, aux normes requises. Certains ont été dissous, tandis que d'autres ont été suspendus. Ces formations politiques dans le viseur de l'État disposent désormais de 3 mois pour régulariser leur situation. À défaut, elles perdront leur agrément et ne pourront concourir aux futures échéances électorales. Un ultimatum qui suscite des interrogations. L'annonce de la suspension intervenant à 2 mois de la fin officielle de la transition militaire, beaucoup soupçonnent donc le pouvoir de vouloir faire taire l'opposition, comme cela a été le cas pour plusieurs médias privés très critiques du pouvoir. Au Botswana, le BDP, parti au pouvoir depuis près de 60 ans, est sur le point de perdre sa majorité parlementaire pour la première fois dans l'histoire du pays. C'est du moins ce que déclarent les médias locaux tôt ce vendredi matin après les résultats partiels des élections législatives de mercredi. Les groupes d'opposition ratent au moins 31 des 61 circonscriptions et le Parti démocratique botswanais n'enregistre qu'une seule pour l'instant. Le parti d'opposition de gauche de l'avocat Douma Boko arrive en tête avec 19 sièges. Le dépouillement est en cours et les résultats devraient être confirmés par la commission électorale indépendante plus tard dans la journée.
Les analystes prévoyaient une élection très serrée, même avec une opposition divisée qui aurait pu donner l'avantage au camp du président Mogwesi Masisi. Le BDP dirige sans partage ce pays d'Afrique australe de 2,3 millions d'habitants depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1966. L'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le Programme alimentaire mondial, PAM, avertissent d'une aggravation des niveaux de faim à Gaza, au Soudan du Sud, au Mali et en Haïti entre novembre 2024 et mai 2025, dans leur rapport semestriel publié ce jeudi. Au Soudan, par exemple, la famine a déjà été déclarée dans le camp de Zamzam dans le nord du Darfour. Nous constatons également un risque de famine en Palestine, en particulier dans la bande de Gaza. Dans les deux cas, les principaux facteurs de cette situation sont liés au conflit et à la violence armée. D'autres zones comme le Nigeria, le Tchad, le Yémen, le Mozambique, la Birmanie, la Syrie ou le Liban souffrent également d'une situation préoccupante, souvent aggravée par des conditions météorologiques extrêmes. Dans les zones où les conflits sont le principal facteur d'insécurité alimentaire et où les besoins humanitaires sont importants, la FAO appelle à garantir un accès immédiat aux populations touchées et à faciliter les actions humanitaires pour venir en aide à ces personnes le plus rapidement possible. Le rapport souligne également une baisse des financements pour l'aide humanitaire, avec des déficits de plus de 75% dans des pays tels que l'Éthiopie, le Yémen, la Syrie ou la Birmanie. Les inégalités économiques et l'endettement élevé des pays en développement entravent la capacité des gouvernements à répondre aux crises alimentaires. La mission d'assistance des Nations Unies en Somalie deviendra dès le 1er novembre la mission d'assistance transitoire des Nations Unies. Cette résolution a été adoptée mercredi à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité. L'A3+ a réaffirmé son soutien indéfectible à la Somalie et appelle l'ensemble des partenaires à renforcer leurs efforts de coopération pour accompagner le pays en cette période cruciale. Il est essentiel de continuer à placer les intérêts du gouvernement somalien au cœur de ce processus de transition. Ensemble, nous avons le pouvoir d'aider la Somalie à atteindre des objectifs de paix, de sécurité et de développement durable. La MATNUSOM effectuera 2 phases de transition et s'étendra sur 2 ans jusqu'en octobre 2026. Elle assistera la Somalie dans plusieurs domaines. Les habitants de la région de Valence se sont réveillés jeudi devant des scènes de dévastation, après de gigantesques crues soudaines qui ont fait au moins 95 morts et ravagé plusieurs communes. Le bilan devrait encore s'alourdir dans les jours à venir, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les nombreuses personnes toujours portées disparues. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle en Espagne depuis le début du XXIe siècle. Des épaves de voitures et de camions s'empilent le long des autoroutes et une épaisse couche de boue recouvre les rues, tandis que les militaires espagnols continuent à déblayer les zones inondées. Plus d'1 millier de soldats se sont joints aux secouristes locaux ces derniers jours pour rechercher des corps et des survivants. Dans l'est et le sud de l'Espagne, des milliers de personnes ont été privées d'eau et d'électricité, et certaines zones sont toujours coupées du monde, les routes étant bloquées et les lignes ferroviaires interrompues. Le gouvernement espagnol a décrété 3 jours de deuil national à partir de jeudi, en hommage aux victimes des inondations. Aux États-Unis, à Worthington, une ville du Minnesota, les fidèles de l'église orthodoxe éthiopienne se rassemblent pour une longue célébration de 6 heures. Chaque dimanche, divers services religieux, des messes latino, des cérémonies orthodoxes éthiopiennes ou des prières en carène de l'église baptiste illustrent la transformation de la ville. Désormais, les migrants venus des 4 coins du monde y sont majoritaires. We say this church is very important for the community.
Cette église est très importante pour la communauté parce que les gens y retrouvent des costumes, des tableaux, des senteurs qui leur rappellent leur pays d'origine. C'est donc très important. Ils ont alors le sentiment, au moins un jour par semaine, d'être chez eux. En périphérie de la ville, dans les champs de maïs, des réfugiés originaires d'Asie du Sud-Est se retrouvent pour prier et chanter en carène dans cette église baptiste fondée en 1873 par des fermiers suédois. Cette église a 150 ans. Au départ, c'était une église baptiste suédoise, puis les Suédois se sont mis à parler anglais. Puis les Karen sont arrivés. Et maintenant, le pasteur est mexicain. Bref, c'est multiculturel ici. À Sainte-Marie, le révérend Proagnos, d'origine colombienne, et son confrère, le révérend Tim Byron, s'efforcent de rapprocher la communauté latino de la communauté majoritairement blanche. Ce sont des styles de prière très différents, mais nous trouvons des activités qui peuvent nous unir. En préservant la richesse culturelle des communautés de migrants, les lieux de culte de Worthington offrent un espace où ils peuvent retrouver la chaleur de leur pays d'origine. Une frappe russe sur un immeuble résidentiel dans la ville de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, a causé la mort d'un garçon de 12 ans et fait au moins 35 blessés. Les opérations de secours se poursuivent, les équipes s'efforçant de retrouver d'éventuelles victimes sous les décombres. Selon les autorités locales, un garçon de 15 ans est toujours porté disparu. Le gouverneur de la région a confirmé qu'une bombe russe de 500 kg avait touché directement le bâtiment mercredi soir. Juste après l'attaque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renouvelé ce jeudi son appel aux États-Unis à autoriser l'Ukraine à faire usage des missiles américains de longue portée afin de cibler des bases aériennes en Russie. Kharkiv, ville de plus d'1 million d'habitants, est située à environ 30 km de la frontière russe. Cette proximité en fait une cible vulnérable aux frappes en raison de sa situation stratégique dans l'est de l'Ukraine, proche des lignes de front et des infrastructures militaires.